Le sniper le plus mortel de l'histoire a opéré moins de 3 mois dans le théâtre glacé de Finlande, gagnant auprès de ses ennemis le surnom redouté de Mort Blanche. Un petit fermier et chasseur d'une nation glacée près du cercle polaire arctique allait devenir le tireur le plus létal de l'histoire, se transformant en un mythe vivant pendant le moment le plus sombre de l'histoire de la Finlande. Simo Heija était le 7e des 8 enfants du couple Juho Heija et Katrina Heija, né dans le petit village de Rautjärvi, alors grand-duché de Finlande, faisant partie de l'Empire russe, le 17 décembre 1905. Étant une famille pelutérienne d'agriculteurs, les Heija ont toujours beaucoup dépendu de la pêche et de la chasse pour leur survie dans le rude terrain finlandais. Et le père a transmis à ses enfants les compétences de survie et la pratique de l'utilisation des armes à feu. Simuna, comme il était connu de ses frères et de ses amis, a étudié à l'école de la commune de Miettila. Et alors qu'il n'avait que 12 ans, le tourbillon de l'histoire a frappé le jeune Heija pour la première fois. La révolution de février 1917 en Russie a renversé le tsar. Nicolas II, jusqu'alors véritable dirigeant du Grand-Duché de Finlande, laissant la région sans direction claire. L'établissement du nouveau gouvernement provisoire à Petrograd a vu les chances d'autonomie des Finlandais écrasées. Avec des ordres venus de la capitale russe pour la dissolution immédiate du Parlement à Helsinki, les Finlandais ont désobéi aux ordres russes et ont établi un nouveau Parlement, qui, après la révolution d'octobre qui a porté les bolcheviks de Vladimir Lénine au pouvoir dans le pays, a décidé de déclarer l'indépendance de la Finlande. Le 6 décembre 1917, les communistes ont rapidement réagi à l'attitude finlandaise, déclenchant la guerre civile finlandaise, au cours de laquelle la nouvelle nation a reçu un soutien militaire de l'Empire allemand. Lénine, se voyant fragilisé par la situation intérieure tumultueuse de la Russie, où des forces loyales au tsar tentaient de renverser le régime communiste, n'avait pas les ressources pour réprimer le soulèvement finlandais, et a fini par accepter l'indépendance du pays en mai 1918. Sortant victorieuse du conflit, la Suojeluskunta, ou Garde blanche, dirigée par le général Karl Mannerheim, avait vaincu les forces communistes finlandaises et russes, s'établissant comme l'entité précurseur de l'armée finlandaise. Dans les années suivantes, la Garde blanche est devenue une sorte de milice de protection nationale, formant des volontaires pour constituer un corps auxiliaire de l'armée en cas de conflit. Le petit Simo Heija, qui ne mesurait qu'1,52 m, s'est porté volontaire pour rejoindre les rangs de la Garde blanche en 1922, à l'âge de 17 ans. Dans sa jeunesse, il a développé une grande habileté au tir sportif, collectionnant des trophées lors de diverses compétitions régionales. Après avoir eu 20 ans, le 10 décembre 1925. Il a commencé son service militaire obligatoire au sein de la première compagnie du 2e bataillon de bicyclettes, à Valkjärvi, où il a rapidement été reconnu pour sa compétence en tant que soldat, ce qui l'a amené à être sélectionné pour la formation de caporal en mars de l'année suivante. Promu caporal en juin 1926. Heija s'est une fois de plus distingué lors des compétitions sportives de l'armée, représentant le groupe de mitrailleuses légères de Halt et Arvi, lors de compétitions de tir de précision. Il a également remporté des médailles pour ses compétences en ski et son étonnante condition physique. En août, il a été transféré à la 3e compagnie du 1er bataillon de bicyclettes à Teriaki, où il est devenu commandant d'un groupe de combat. Et il est passé à la réserve, le 21 mars 1927. Redevenant volontaire de la Garde blanche, Heija est retourné à la vie à la ferme, tout en maintenant constamment à jour sa maîtrise du tir. À la fin des années 20, il a acquis un fusil Sako M2830, une version nationale du fusil russe Mosin Nagant, modèle 1891. Une arme ancienne, mais mondialement reconnue pour sa précision et sa stabilité. Le fusil de Heija, numéro de série 600 974, est devenu son compagnon dans les années 1930. Il l'utilisait pour se procurer de la nourriture, à la chasse ainsi que lors des compétitions de tir. Simo Heija avait la rare capacité d'estimer avec précision les distances de 1 à 150 mètres. Et une fois, il a touché 16 fois une cible à 150 mètres en moins d'1 minute. Un tel exploit est remarquable,
car avec un fusil à verrou, chaque balle et chaque clip de 5 munitions doivent être insérés et extraits manuellement. Mais le paisible fermier, champion de tir, n'imaginait pas que le destin frapperait encore son coin reculé et glacé de la planète, alors qu'un nouvel équilibre des pouvoirs se formait en Europe. Après avoir purgé tous les restes de ce qu'il considérait comme une conspiration contre son autorité, Joseph Staline tournait maintenant son regard vers les anciens territoires russes. À l'ouest, Staline observait avec méfiance la montée du Troisième Reich d'Hitler. Et récupérer ces anciens territoires lui donnerait une plateforme avancée et privilégiée dans la guerre attendue entre les deux puissances militaires continentales. En avril 1938, le commissariat du peuple aux affaires intérieures a contacté des diplomates finlandais pour exiger la cession de l'est de l'isthme de Carélie. Une bande de terre entre la mer Baltique et le lac Ladoga relie la Finlande à Leningrad, berceau du régime communiste. En plus de la Carélie, les soviétiques s'étaient s'intéresser à la section des îles du golfe de Finlande et justifier leurs exigences par la menace d'une invasion allemande. Les Finlandais ont réitéré leur position neutre et leur détermination à résister à toute invasion de n'importe quelle puissance, rejetant ainsi la demande de Moscou. Même si cette rencontre désagréable semblait terminée, elle a déclenché l'alarme au haut commandement de l'armée à Helsinki, et une grande mobilisation nationale a commencé à prendre forme dès les mois suivants. C'est ainsi que Simo Häyhä a été convoqué au centre d'entraînement de l'unité de tir d'infanterie afin de suivre une formation militaire de tireurs d'élite, entre le 14 juillet et le 2 août 1938. Lors de cette formation, il avait été présenté pour la première fois aux fusils équipés de lunettes, une innovation qui ne l'a pas enthousiasmé. Pendant tout le reste de 1938, l'Union soviétique a tenté de séduire la Finlande pour qu'elle s'allie avec elle. Mais les tentatives ont été accueillies froidement par les Finlandais. Ils voyaient d'un mauvais œil le collectivisme et les purges menées par Staline. En août 1939, l'Allemagne a signé un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Un document qui contenait un protocole secret, divisant l'Europe occidentale en zones d'influence allemande et soviétique. Selon l'accord, la Finlande faisait partie de la zone d'influence soviétique, ce qui donnait pratiquement à Staline les mains libres pour agir contre le pays. Après l'invasion soviétique de la Pologne orientale, le 17 septembre, Helsinki a senti qu'une barrière de plus tombait, rapprochant le pays de la guerre. Une mobilisation rapide a commencé à prendre effet, sous le couvert d'un grand entraînement de réservistes, tandis que le pays élaborait ses plans de guerre. L'Union soviétique a convié des diplomates finlandais à une dernière négociation à Moscou, exigeant une fois de plus la cession de la Carélie et la destruction de toutes les fortifications que les Finlandais avaient reconstruites dans la région, connues sous le nom de Lagne Mannerheim. Le gouvernement finlandais a jugé ces exigences inacceptables et a proposé une contre-offre cédant une plus petite partie du territoire demandé. Mais les négociations se sont terminées dans un silence mortel. Le 26 novembre, le commissariat du peuple aux affaires intérieures a mené une opération secrète et bombardé à l'artillerie un poste de la garde frontalière soviétique à Mainila, village frontalier entre les deux pays. Moscou a vite accusé la Finlande de provoquer une action militaire. Le 30 novembre, l'Union soviétique a envahi la Finlande avec 21 divisions, totalisant 450 000 hommes disposant de milliers de chars et d'avions de combat. La planification soviétique a été faite sur la base de son immense supériorité numérique, considérée comme invincible par Staline et son haut commandement. Ils n'ont finalement pas pris en compte la grande difficulté du terrain finlandais et le fait qu'ils avaient envahi à la pire période de l'année. Le terrain très accidenté de la Finlande était couvert de denses forêts de pins et ponctué de lacs et de marécages, transformant toute grande opération d'invasion en un véritable cauchemar. Très peu de routes traversaient dans la région, ce qui faisait que toute la supériorité numérique soviétique était diluée sur les étroites voies d'accès. Bien que la principale zone de combat fût l'isthme de Carélie, où les Finlandais avaient fortifié les voies d'approche de leur pays. Le front secondaire, au nord du lac Ladoga, était tout aussi important, car il était bien connu qu'une percée soviétique à cet endroit permettrait de déborder la ligne Mannerheim et de compromettre l'ensemble du dispositif défensif finlandais. Simo Häyhä avait été rappelé au service militaire en octobre et promu au grade de sergent-chef.
recevant le commandement d'un groupe de combat de la 6e compagnie du 34e régiment d'infanterie, commandé par le lieutenant Arne Edvard Atlainen, connu sous le nom de Terreur du Maroc pour avoir servi dans la Légion étrangère française en Afrique du Nord. Juutilainen était le frère aîné d'Aino Ilmari Juutilainen, qui deviendrait le plus grand as de la chasse finlandaise et dont j'ai déjà raconté l'histoire, que vous pouvez retrouver juste ici. Le 34e régiment a été déployé au nord du lac Ladoga, se repliant en ordre devant l'avancée soviétique, jusqu'à la ligne formée par la barrière naturelle de la rivière Kola, dont la rive occidentale était marquée par des élévations de 10 mètres de hauteur par rapport au cours d'eau. C'est là que les troupes de la 12e division d'infanterie du général Voldemar Haglund arrêtèrent dans l'avancée de toute la 8e armée soviétique lors d'une action qui mit fin à l'offensive initiale des envahisseurs qui avait également été stoppée sur la ligne Mannerheim. La bataille s'était maintenant transformée en une intense guerre d'usure avec d'immenses formations armées soviétiques tentant de percer les lignes finlandaises. Sur l'ensemble du front, l'artillerie soviétique, immensément supérieure, pilonnait jour et nuit les positions finlandaises. Mais à mesure que l'hiver s'intensifiait de plus en plus, l'obscurité engloutissait les journées jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 heures de lumière par jour. C'est dans ce contexte que les soldats soviétiques du secteur de Kola commencèrent à tomber en nombre de plus en plus grand, démontant l'action des pelotons en patrouille et freinant leur élan offensif. En décembre 1939, la Finlande et le monde ont vu naître une légende. Un tueur infaillible et indétectable, qui fut baptisé par les soviétiques du redoutable nom de Bielaïa Smer ou la mort blanche. Juutilainen avait rapidement remarqué le talent mortel de son petit sergent et avait autorisé Eira à opérer seul, dans des secteurs avancés du front. Eira portait un camouflage blanc et n'emportait que des munitions et de la nourriture pour une journée, comme du pain et des tablettes de sucre pour l'énergie. Il partait avant l'aube et choisissait soigneusement une position sur la ligne de front. Lentement, Simualra empilait un tas compact de neige devant lui, qui servait de support pour son fusil et réduisait la dispersion des particules de glace après les tirs. Observant immobile les mouvements ennemis, il mettait de la glace dans sa bouche pour masquer sa respiration, devenant ainsi pratiquement invisible pour l'ennemi, dans les paysages gelés. Par moins 40 degrés, Eira portait toujours avec lui son vieux et fidèle fusil personnel, équipé de viseurs ordinaires. Dans un cas inhabituel parmi les grands tireurs d'élite, il avait renoncé à utiliser des lunettes de visée, estimant qu'elles étaient très susceptibles de s'embuer dans le climat glacial de l'hiver. D'après sa propre expérience, Eira avait également remarqué que de nombreux snipers soviétiques révélaient leur position à cause de la lumière réfléchie sur la lentille de la lunette. L'utilisation de la mire traditionnelle lui permettait aussi de moins relever la tête que ses adversaires. Pour faciliter encore plus son travail, les soldats soviétiques n'avaient même pas reçu de camouflage d'hiver et portaient encore leurs épais manteaux gris sur la ligne de front, ce qui les faisait ressortir clairement dans le paysage. Simo Eira ne quittait sa position qu'après le coucher du soleil, revenant à pied à la base où il se rendait d'abord à la tente du commandant pour faire son rapport sur les résultats de la journée, puis il se dirigeait vers le logement, où il entretenait son fusil et se reposait pour le lendemain. Le 21 décembre, Simo Eira a atteint son record, abattant 25 soldats ennemis en une seule journée. Ce fait a augmenté son prestige en Finlande et la prime sur sa tête en Union soviétique. Le général Georgi Stern, commandant de la 8e armée soviétique, était furieux face à l'invincibilité apparente du tireur finlandais. Et il a déchaîné sur la ligne de Kola les barrages d'artillerie les plus denses de tout le front, dans l'espoir de tuer Eira par un feu de saturation. La pluie dense d'artillerie soviétique a inquiété le haut commandement. Et le général Haglund a demandé au désormais capitaine Juutilainen, promu au commandement du 2e bataillon, si Kola tiendrait. Sa réponse historique reste vivante dans la mémoire finlandaise comme l'un des plus grands symboles nationaux de détermination. Kola tiendra à moins que vous ne nous ordonniez de fuir. Ce qu'on appelle l'esprit de Kola a été créé en grande partie grâce au succès de Simo Eira, qui à ce moment-là était déjà une célébrité et un symbole d'espoir pour la nation. Le 17 février 1940, il a été honoré et récompensé par le nouveau commandant de la 12e division,
le général Antero Svensson, avec un tout nouveau fusil personnalisé, cadeau d'un homme d'affaires suédois qui avait été impressionné par son travail. Même en subissant des offensives locales répétées qui rompaient dans leurs lignes, les défenseurs de Kola lançaient rapidement des contre-offensives pour reprendre le terrain perdu et repousser les soviétiques sur la rive orientale. Mais à la fin février, les stocks de l'armée finlandaise étaient épuisés et un nouveau renfort gigantesque avait été envoyé pour renforcer le front soviétique. C'est dans ce contexte que Simoeija partit à la tête de son groupe de combat le 6 mars, installant une position défensive près du Lysma, se préparant à l'offensive ennemie. Quand les ennemis ont attaqué, les Finlandais ont tiré à la mitrailleuse. Mais un fantassin russe aperçut la petite silhouette du tireur et tira une balle explosive qui toucha le côté gauche du visage de Simoeija, détruisant complètement sa mâchoire et plusieurs dents. Saignant abondamment, il s'effondra au sol sans la moitié de son visage et fut d'abord considéré comme mort par ses camarades, mais il fut rapidement évacué vers l'arrière. Eija fut allongé sur un traîneau d'évacuation, position qui lui a sans doute sauvé la vie. Car à ce moment-là, il était en train de s'étouffer avec son propre sang et, de cette façon, le liquide a été empêché d'atteindre ses poumons. Inconscient, il a subi une opération d'urgence à Jyväskylä et a ensuite été évacué vers Helsinki, ne retrouvant la conscience que plus tard, le 13 mars, date à laquelle la guerre d'hiver s'est terminée avec la signature du traité de Moscou. Eija a lu sa nécrologie dans le journal et a écrit à la rédaction pour corriger l'erreur pendant sa longue hospitalisation de 14 mois. Au cours desquelles il a subi un total de 26 interventions chirurgicales, y compris la greffe d'un morceau d'os de sa hanche pour reconstituer sa mâchoire. En seulement 98 jours d'action, Simoeija avait abattu 542 soldats soviétiques, soit l'équivalent d'un bataillon ennemi entier. Un nombre qui fait de lui le sniper le plus efficace de l'histoire. Bien que son nombre officiel soit aujourd'hui contesté, la plupart des historiens reconnaissent encore la prédominance de Simoeija dans le domaine du tir de précision. Alors qu'il se remettait le 28 août 1940. Le maréchal Karl Mannerheim a offert à AA un honneur unique dans l'histoire militaire finlandaise en le promouvant directement de sergent-chef à sous-lieutenant. À sa sortie de l'hôpital, et alors que le pays était de nouveau en guerre contre l'Union soviétique, Eija a demandé un transfert vers le front, mais cela lui a été refusé en raison de la gravité de sa blessure. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est installé comme agriculteur à Ruokolahde, près de la frontière avec l'Union soviétique, menant une vie paisible. Au cours des décennies suivantes, il est devenu ami avec le président finlandais de longue date, Urho Kekkonen, et tous deux avaient l'habitude de chasser l'élan ensemble. Mais Simoeija a aussi passé des décennies à recevoir des menaces de mort de communistes finlandais et a commencé à se déplacer armé pour se protéger. Timide et peu bavard, il ne s'est jamais vanté de ses exploits pendant la guerre. Et lorsqu'on lui demandait comment il était devenu un tireur d'élite aussi efficace, il répondait simplement « pratique ». N'ayant jamais été marié ni eu d'enfant, Simoeija a atteint un âge avancé, décédant à 96 ans, le 1er avril 2002. Peu de temps avant, on lui a demandé s'il éprouvait des remords d'avoir tué autant de personnes. Le vieux tireur a répondu « J'ai fait ce qu'on m'a ordonné, du mieux que j'ai pu. Si tout le monde ne l'avait pas fait ainsi, aujourd'hui il n'y aurait pas de Finlande. » Alors, tu as aimé cette vidéo ? Alors soutiens-nous sur Apoyace et aide à maintenir la salle de guerre. Ta contribution est très importante pour la chaîne. Je remercie déjà tout le monde qui aide, en particulier ces camarades ici, qui sont vraiment au top. Et si tu veux acheter les livres que j'utilise pour faire ces vidéos, leurs liens sont juste ici en bas. Regarde ces vidéos que j'ai sélectionnées pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les notifications. Quand je posterai plus de vidéos, je resterai par ici. Je te remercie encore une fois pour ton audience. Et une grosse accolade de la part de la salle de guerre.